Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce premier épisode de la nouvelle série de podcasts Se taire ou le dire. Je m'appelle Lucie et je serai votre hôte tout au long de ce podcast. Ce podcast est un espace où nous donnons la parole aux personnes ayant traversé des épreuves extrêmement difficiles liées à des violences sexuelles. Nous souhaitons, à travers ces témoignages anonymes, briser le silence qui entoure ces expériences et sensibiliser le public sur la réalité et l'impact profond de ces actes. Dans chaque épisode, nous explorerons l'histoire singulière d'un ou d'une rescapée. Nous aborderons ensemble son parcours, les défis qu'il ou elle a dû surmonter, tant sur le plan judiciaire, social, émotionnel, ainsi que sur les stratégies mises en place pour se reconstruire. Pour ce premier épisode, nous avons la chance de recueillir le témoignage d'une personne qui a accepté de partager anonymement son histoire avec nous. À travers ce récit, nous espérons offrir non seulement une meilleure compréhension de ces réalités difficiles, mais aussi des ressources et des pistes de réflexion pour tous ceux ou celles qui cherchent à mieux comprendre ou à soutenir les rescapés. Avant de commencer, un rappel important. Le 3919 est un numéro d'écoute national, anonyme et gratuit, dédié aux femmes victimes de violences. En cas d'urgence, composez le 17 ou le 112 pour joindre la police ou la gendarmerie. Le site Parcours Victimes propose un guide détaillé pour accompagner les victimes de violences physiques, sexuelles ou psychologiques à chaque étape. De plus, nous vous proposons le numéro du CAVAX France, l'association qui produit ce podcast. Le 06 02 12 03 02. Bien que les voix commencent à se libérer, il reste encore beaucoup à faire. Chaque année, des milliers de personnes sont confrontées à ces violences. Et pourtant, seul un petit nombre d'entre elles portent plainte. Avec ce podcast, nous voulons contribuer à changer cette réalité en offrant un espace où chaque voix, même anonyme, peut être entendue. Merci d'être à l'écoute et n'oubliez pas, chaque histoire compte. Chaque voix mérite d'être entendue. Alors, découvrons ensemble cet épisode de Se taire ou le dire. Nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet avec notre premier témoignage. Notre invitée, que nous appellerons Anna pour préserver son anonymat, nous livre une histoire empreinte de courage et de sincérité. Ce témoignage poignant vous invite à une réflexion profonde et nous espérons qu'il trouvera un écho en chacun de vous. Nous accueillons donc Anna. Bonjour. Bonjour. On va commencer directement sur votre histoire. Pendant l'année 2018, tu as été victime de plusieurs viols. Si tu veux bien, nous allons dérouler le fil des événements afin de bien comprendre comment ta vie s'en est retrouvée bouleversée. Ok. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta vie avant le drame? Qu'est-ce qui te passionnait? Comment était ton entourage, ta famille, tes amis? Donc à l'époque, j'avais 19 ans. J'étais en études à la fac à Bordeaux à ce moment-là. Et du coup, j'entretenais une relation avec un garçon qui était à Biarritz. J'avais toute ma famille à Biarritz, tous mes amis à Biarritz, que j'allais voir très très régulièrement, c'est-à-dire à peu près tous les week-ends ou un week-end sur deux pour passer du temps avec eux. Voilà, c'est l'année où j'ai su que je voulais pas continuer les études à la fac. Je faisais une licence d'anglais. Voilà, donc c'est là où j'ai décidé qu'après je voulais devenir éducatrice spécialisée. Moi, ce que je faisais à l'époque, c'était beaucoup de soirées, beaucoup avec mes copains et mes copines. Voilà, je passais du temps avec mes amis. En soi, j'avais une vie plus ou moins normale de jeune adulte, quoi, on va dire. Le seul truc qui allait pas trop, c'était mes addictions, du coup.
J'avais une addiction au cannabis et donc voilà que j'ai plus, enfin je ne consomme plus maintenant. Est-ce que tu avais des inquiétudes ou des peurs particulières, des angoisses avant que l'événement il se produise? Et si oui, tu peux nous en parler? Non, pas vraiment parce que je me disais que ça allait pas forcément m'arriver. J'avais jamais, en tout cas, j'étais pas au courant à l'époque que j'avais été victime, que j'allais être victime de viol ou d'agression sexuelle aussi. Et du coup, et puis encore moins dans mon couple, quoi. Enfin, c'est quelque chose pour moi qui allait pas arriver. Enfin, c'est pas forcément quelque chose sur lequel j'étais renseignée, parce que c'est pas le genre de choses auxquelles on se prépare, surtout à cet âge-là. Puis surtout, j'avais un peu cette image du viol, ça se passe pas du tout dans le couple, donc. Et puis surtout, enfin, j'avais la sensation, en tout cas, d'être bien dans mon couple et que du coup, il y avait encore moins de raisons que ça se produise. Que s'est-il passé? Comment ça a commencé? Ça se passait régulièrement, enfin régulièrement, non, ça se passait pas régulièrement, mais en gros, la première fois que ça arrivait, c'était plutôt sur la fin de ma relation avec lui. Ça arrivait surtout quand on rentrait de soirée. Lui, il consommait beaucoup de drogue lors des soirées, chose que moi je faisais plus trop. Mais j'étais quand même alcoolisée au moment des faits. Au vu des drogues qu'il prenait, en fait, il avait un peu cette envie, je mets des guillemets, mais ça se verra pas, ces envies du coup de vouloir absolument qu'on couche ensemble, etc. Alors que moi j'étais complètement fatiguée et que j'avais pas du tout envie. C'était un garçon qui forçait beaucoup à ces moments-là. Moi, au bout d'un moment, en fait, je cédais, je disais que c'est bon, on le fait. Donc je pense, je saurais pas dire combien de fois ça arrivait parce que mais je sais qu'il y a une fois où ça m'a vraiment questionnée parce que pour le coup, c'était pas dans le cadre d'une soirée et c'est là où je me suis dit qu'il y avait un truc bizarre du coup. Mais c'était vraiment sur la fin de notre relation et peu de temps après, ça s'est terminé quoi. Je sais pas s'il faut que je rentre dans plus de détails ou pas. Il y a que toi qui le sens. Tu choisis ce que tu préfères. Ok. Du coup, je lui avais proposé de venir chez mes parents parce que du coup, à l'époque, j'étais rentrée chez mes parents pendant l'été pour travailler. Sauf qu'il se commençait à se faire tard et il n'était pas rentré. J'ai attendu un bon moment, etc. Donc moi, à un moment donné, je me suis endormie. Je lui avais laissé la porte du cellier ouverte pour qu'il puisse rentrer et genre qu'il vienne dormir avec moi. À un moment donné, je me réveille du coup vers, je crois, 2h, 3h du matin. Je vois qu'il est réveillé. Du coup, bref, il commence à me faire des câlins, etc. Pour moi, je viens de me réveiller, je suis fatiguée. En fait, il me fait comprendre qu'il a envie qu'on couche ensemble. Moi, j'ai pas du tout envie. Il est pas bourré, il est pas défoncé. Enfin, à part avoir fumé des joints, je veux dire qu'il était pas défoncé comme je pouvais le constater dans les soirées, quoi. Et là, vraiment, j'avais pas envie. Enfin, en fait, il forçait, il forçait, il forçait. Et je pense que là, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment la fois où j'ai le plus dit non, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Et puis finalement, j'ai encore cédé parce qu'en fait, ça allait me prendre la tête pendant trop longtemps et je savais que genre ça allait durer 5 minutes parce qu'il allait être fatigué et que ça sera fait et puis c'est bon, après je pourrais dormir tranquillement quoi parce que sinon il allait me gâcher encore plus la nuit s'il forçait encore longtemps. En fait tout le moment où ça s'est produit, moi j'étais un peu comme je sais pas genre j'avais pas la sensation d'être là, j'étais complètement dissociée, j'étais je faisais l'étoile de mer quoi littéralement. J'attendais très clairement que ça se termine. Et puis, du coup, au bout de 5 minutes, ça s'est fini. Même pas. Et après, moi, je me suis mise de mon côté, j'ai dormi. Mais enfin, j'avais envie de pleurer, quoi. Enfin, je me sentais pas bien, en fait. Mais je comprenais pas non plus forcément à ce moment-là. C'est vraiment avec le temps que j'ai compris que il y avait un truc qui clochait. Sur le moment, je me sentais pas bien, mais j'arrivais pas à comprendre pourquoi. Et puis, j'étais pas dans un truc où on se fait un câlin après, etc. C'était vraiment genre, j'ai fait mon coup et puis chacun dort un peu de son côté, quoi. Donc c'était vraiment il y avait vraiment un truc bizarre quoi. Puis après le lendemain je me suis réveillée, il était parti et après c'est vraiment avec le temps que j'ai compris qu'il y avait un truc qui allait pas. C'est des sensations ou des souvenirs qui te marquent encore aujourd'hui? Je pense pas parce que j'ai fait un gros travail sur moi, on va dire enfin sur mes traumatismes par rapport à ça.
Mais en tout cas, pendant un moment, oui, ça a pu l'être. Plus dans le sens où j'avais du coup pas encore acquise ce truc de bah si je suis bourrée, enfin j'ai pas mon consentement je veux dire il est pas clair. Bref, il y avait plein de choses que sur la question du consentement que j'avais pas, et donc c'est vrai que le travail que j'ai fait que bah j'ai pu connaître mes propres limites, comprendre bah c'est quoi le consentement pour moi, parce que je pense qu'il est aussi propre un peu à chacun. Mais en tout cas pour moi c'est plus qu'il était avant. Après ça a plus changé ma relation du coup avec les hommes, quoi. Et comment t'as réagi juste après cet événement? Est-ce que tu as pu ou réussi à en parler à quelqu'un? Et si oui, comment ces personnes ont réagi? Je pense que j'en ai parlé, mais vraiment très longtemps après. Donc, je pense 2 ans après, quelque chose comme ça, quand vraiment tous mes traumatismes sont revenus à la surface. J'en ai parlé à mes amis, j'en ai parlé à mes parents, qui ont tous très bien réagi, tous et toutes vraiment très bien réagi. Vraiment dans une démarche de soutien et pas de jugement. Donc, bah, ça faisait du bien, en fait, de pas en fait, que quelqu'un me dise pas, bah, c'est normal, en fait, que t'as vécu, enfin, tout le monde vit ça, etc. Alors que, bah, oui, peut-être qu'il y a beaucoup de monde qui vit ça, mais ça veut pas dire que c'est normal, quoi. Donc, non, j'ai pas été face à des gens qui ont pu nier mes ressentis ou ce que j'ai vécu. Ça fait partie quand même du gros travail qu'on fait après, quoi. Et c'est quand justement que tu as pris vraiment conscience de la gravité de ce qui t'est arrivé? Quand j'ai vu une psy. En 2021, je crois. Bah, juste après le confinement. Donc, 2020, 2021, quelque chose comme ça, sur cette période-là, en tout cas, que j'ai pris conscience. Et, où du coup, j'ai pu en parler avec mes proches et avec ma psy. Et, donc oui, c'est vraiment sur cette période-là. Et à partir autant des événements que à partir du moment où tu en as pris conscience que c'était grave, Mhm. qui a changé dans ton quotidien, par exemple au niveau de ta santé mentale ou physique, de ce que tu ressentais et comment tu le ressentais. Bah, ma santé mentale a pris un sacré coup. J'ai fait une dépression, enfin, je suis toujours en dépression. Mon rapport avec mon corps a été hyper compliqué. Alors, il a toujours plus ou moins été, mais je prenais pas soin de moi du tout. Je me faisais consommer encore plus de cannabis qu'à l'époque. Soit j'étais dans quelque chose où je mange peu, je mange beaucoup. Je pouvais avoir des soirées où je buvais énormément. Enfin, voilà, tout était dans l'excès, en fait. C'était tout ou rien. Donc, c'était un peu ça. Et puis, bah, du coup, ma relation avec les hommes, on a pris aussi ça a été compliqué. C'est-à-dire que j'ai été dans une hypersexualisation de moi pendant un certain temps. Et puis après, je suis passée à plus rien du tout, plus de relations avec les hommes, plus de, que ce soit physique ou émotionnelle, en fait, plus de relations amoureuses ou sexuelles avec des hommes. C'était plus envisageable pour moi parce que j'avais trop peur que ça se reproduise, et c'est quand même toujours un petit peu le cas maintenant. Donc c'est très compliqué, en fait, de pas les mettre tous dans le même panier, on va dire. Voilà, j'ai plus des relations amicales avec les garçons que autre chose. Pour le moment, on va dire que ça me convient, mais c'est vrai que ça peut des fois un peu me plomber le moral, parce que je me dis qu'un si petit, entre guillemets, événement, plutôt plusieurs petits événements, puissent en fait autant bouleverser ma vie, mon avenir. Et est-ce qu'il y a encore maintenant des moments où c'est dur à gérer et comment ça se montre? Bah, c'est dur à gérer, plutôt dans le sens où je peux pas me projeter bah, du coup avec un homme, même si c'est juste pour une relation sexuelle. Il y a une montée d'angoisse qui me terrifie chaque fois que bah, j'entreprends plus ou moins quelque chose avec un garçon, et que bah en fait au moment venu je peux pas, quoi. Enfin, c'est trop compliqué pour moi. Et vu que ça aussi ben beaucoup j'ai pas le mot, on va dire baisser ma confiance en moi, mais je sais pas ce que je voulais dire, mais j'ai plus le mot. Bah, ça fait que c'est très compliqué du coup enfin, pour moi, il faut que j'ai absolument confiance en moi pour relationner avec un homme, parce que au cas où, ils finissent par me faire du mal, quoi.
Et puis j'avais un autre truc, mais je l'ai oublié. Et tu as pu trouver des stratégies ou des ressources pour t'aider? Bah ma psy toujours, que je vois depuis 4 ans presque. Et après en parler avec mes amis. Enfin c'est ça qui m'aide en tout cas plus ou moins à dépasser un petit peu ces traumatismes qui peuvent pas en fait me bouffer ma vie encore plus longtemps quoi. Mais je crois pas qu'il y ait pas eu d'autres vraies solutions, on va dire, autres que celle-là, quoi. Par exemple, quand l'angoisse monte, tu as des tips ou des trucs comme ça? Ah oui, maintenant ça arrive vraiment très très rarement. Donc soit j'arrive à la gérer avec des exercices de respiration. Si ça suffit pas, après j'ai des exercices que ma psy me donne. Je sais pas si je peux dire les termes. Enfin, tout ce qui est colonne de bec, ça m'aide à. Ça c'est vraiment quand l'angoisse est très très forte. Et après le dernier recours c'est l'anxiolytique qui me permet aussi de me calmer en fonction de l'angoisse quoi. Et après le fait d'en parler en fait tout court aussi ça permet enfin le fait de verbaliser ce qui se passe. J'ai plein de petites techniques en fait qui me permettent de plutôt supporter ça. Et après des fois j'anticipe aussi un petit peu pour mais c'est pas forcément la bonne solution non plus. Si tu pouvais, qu'est-ce que tu voudrais dire à d'autres victimes qui traversent des situations similaires? D'en parler avec des personnes en qui vous avez confiance, très important. Enfin en tout cas de ne vraiment pas hésiter à en parler, pour moi c'est la clé pour en fonction du parcours qu'on veut après avoir, parce que moi j'ai pas décidé de porter plainte ou quoi, mais si on est dans une démarche de porter plainte, le mieux c'est d'en parler le plus tôt possible, en fonction aussi on a chacune notre propre timing, hein, c'est pas forcément le jour même, etc. qu'on on va le faire, mais plus vite, on va dire, on s'en occupe, mieux c'est, que ce soit pour une question de justice, une question d'aller mieux aussi, et puis ne pas hésiter à consulter parce que ça aide aussi énormément. Faut trouver la bonne psy, hein, je dis pas le contraire, mais ça aide vraiment énormément à dépasser en fait ces traumatismes. Et plus généralement, qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens pour qu'ils comprennent vraiment l'impact du viol et tout ce que ça implique? Que c'est pas des choses, enfin c'est pas, faut arrêter que ça soit tabou parce que en fait je connais pas une seule personne, une seule femme, je parlais de femmes, hein, mais je connais pas une seule femme qui a pas été victime de violences sexistes, alors sans aller forcément jusqu'au viol, mais en tout cas de manière générale, et que c'est pas parce que votre copain, votre pote, il fait juste des blagues sexistes qu'en fait 3 ans plus tard il va pas violer quelqu'un. Enfin, oui c'est chiant d'éduquer les gens parce qu'ils le font pas eux-mêmes, mais des fois ça permet d'éviter des grosses erreurs, de gros traumas pour les personnes qui vont vivre tout ça. Donc à un moment donné, pour les potentiels violeurs, agresseurs, réveillez-vous, faites à un moment donné votre part du boulot et juste écouter les femmes, respecter le consentement, demander le consentement. C'est pas euh, c'est pas quelque chose de bizarre ou quoi de demander le consentement. En fait, c'est juste censé être normal. Et puis après pour les victimes, etc. Parlez-en. Il faut arrêter de dire qu'on en parle beaucoup. C'est faux. On n'en parle pas assez. C'est pas pour rien que ça évolue pas, parce qu'on n'en parle jamais assez. C'est pas parce qu'on fait une journée sur la lutte des droits des femmes qu'en fait tout est réglé à ce moment-là. C'est faux. Il y a rien qui bouge, voire même ça régresse. Donc à un moment donné, faut que faut que ça bouge de tout en haut, mais il faut que ça bouge aussi de tout en bas, quoi. C'est un peu décousu mon truc, mais C'est un pas, gros sur la tête. ça vient du cœur, c'est le plus important. Ouais, c'est ça. Et puis financer les assos. Voilà, surtout. C'est des assos qui peuvent vous aider. Donc, faut financer les assos qui ont besoin de vous et vous avez besoin des assos, quoi. Complètement d'accord avec ce conseil. Est-ce que tu as d'autres choses que tu as envie de rajouter ou de dire?
Non, je crois que j'en ai assez dit pour le moment. C'est parfait alors. Bah, en tout cas, je te remercie grandement d'être venu aujourd'hui et d'avoir témoigné. Ce podcast touche désormais à sa fin. Lors de notre prochaine émission, nous vous présenterons un nouveau témoignage en continuant à mettre en lumière les parcours uniques des rescapés de violences sexuelles. En attendant, nous serions ravis de connaître vos impressions sur cet épisode. N'hésitez pas à partager vos réflexions et suggestions, car cette émission, c'est aussi la vôtre. Sur notre site internet, Cavax France, vous trouverez davantage d'informations et de ressources, et également des articles reliés à ce podcast au niveau théorique et pratique. Nous sommes également présents sur les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, Facebook, X et Thread, avec le nom d'utilisateur Cavax France. Ce podcast vous a été présenté par Lucie. Un immense merci à nos invités anonymes, ou non, pour leur participation. Voilà, c'est fini pour cette première émission, ce premier podcast de cette nouvelle série. Nous vous retrouverons le mois prochain. Restez avec nous et à bientôt.